we're going to have now another survey, another barometer. It's going to be very detailed, and I'm going to call on the floor next to the seats Mrs. Marie-Christine Lannes, Communication, Influence and Societal Engagement Director of Generali France, Think and Do Tank Vitality Sport Enterprise Co-President. Please, Marie-Christine. Hugues Cazenave, Opinion Web President. Hugues, please. And Bertrand Pullman, Professor of Sociology and Anthropology at Sorbonne, Paris-Cité, member of Scientific Council of Bioethics European Forum, APM Management Progress Expert, Think and Do Tank Vitality Sport and Enterprise Co-President. So thank you very much. Now you have the floor, so we can go through the barometer. And you want to be a small device? You can speak. This is the country of Pierre de Coubertin, so I'm sure Didier will allow you to speak French, unless Didier has other, but I think you can allow them to speak French, Didier? Of course, yes. No, please, my pleasure. You have to use the mic, please. Yes, for the translation. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Nous allons donc avec Bertrand Pullman, qui est cofondateur avec moi du think tank Vitalité, Sport et Entreprise, et Hugues Cazenave, qui fait également partie de ce think tank, l'étude, voilà, le premier baromètre qui étudie à la fois la perception des chefs d'entreprise et des salariés de la pratique du sport dans l'entreprise. Alors d'abord quelques mots sur l'impulsion que Generali a donnée pour la création de ce think tank. Generali, pour ceux qui ne le sauraient pas, est un grand assureur mondial avec 57 millions de clients. On est le 3e assureur européen. Et en France, on est parmi les 10 premiers assureurs et on a une politique de développement durable assez volontariste qui s'est traduite par un désengagement dans le domaine du sport qui remonte à 2010. Nous avons lancé et d'ailleurs, la Fédération française du sport en entreprise est signataire de cette charte, une charte du sport responsable qui a pour objectif de promouvoir 6 pratiques responsables qui vont de l'accessibilité à la santé, à la protection de l'environnement, à la reconversion des sportifs de haut niveau. Nous l'avons lancé en 2010 avec à la clé aussi des trophées du sport responsable. Et le think tank est je dirais un dérivé de cet engagement dans le sport. Pourquoi aussi on est engagé dans le sport? C'est parce qu'on est un grand assureur de fédération. Je pense notamment à la plus grande fédération que nous assurons, qui est la Fédération française des sports équestres, la Fédération française d'équitation. Donc le think tank trouve place dans cet écosystème. Notre objectif, c'était en fait, et à l'initiative de Bertrand, qui est un sociologue spécialiste de ces questions du sport, d'étudier plus avant les interconnexions entre la pratique d'une activité sportive et puis le bien-être et donc les facteurs de santé et de longévité qui sont évidemment chers à nous, assureurs. Donc ce think tank, j'ai envie de vous dire, démarre presque tout juste officiellement aujourd'hui avec cette première étude. Et notre propos, c'est à la fois d'être dans le think, c'est-à-dire regarder tout ce qui peut l'être pour mieux mesurer l'impact de l'activité sportive sur la santé, mais aussi le do, avec des expérimentations de format en entreprise. Nous avons la chance d'avoir 800 000 entreprises et professionnels assurés chez Generali et un programme qui s'appelle Vitality, dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, qui encourage, sur la base du volontariat bien sûr, les salariés d'entreprises qui ont choisi de s'engager dans ce programme à une meilleure gestion, je dirais, des facteurs de bonne santé, à savoir l'alimentation, l'arrêt du tabac, mais aussi la pratique du sport. Et on est au cœur de ce sujet aujourd'hui. Je vais maintenant laisser la parole à mon compère Bertrand Pullman, et puis c'est Hugues d'abord. D'accord, ok. Merci beaucoup. Oui, tu vas t'installer là. Bien, bonjour à tous. Merci Marie-Christine. Alors je vais d'abord vous présenter mes excuses parce que je ne suis pas certain d'être aujourd'hui le mieux placé pour vous parler des bienfaits du sport, parce que j'ai pratiqué un sport mardi soir, j'ai fait ma partie de pelote basque hebdomadaire et je me suis coincé le dos. Et donc je peux à peine marcher aujourd'hui, mais je vais tout de même essayer de vous présenter ces résultats. Alors, Marie-Christine l'a dit, c'est la première édition d'un baromètre,
un baromètre qui a un intérêt, je pense, une originalité majeure, c'est que nous avons interrogé 2 échantillons en parallèle. Nous avons interrogé un échantillon représentatif de salariés français et en parallèle, nous avons interrogé un échantillon représentatif de dirigeants d'entreprises de toute taille. Donc on a vraiment ratissé très large. Toutes les entreprises sont représentées, tous les dirigeants d'entreprises sont représentés. Et dans certains cas, vous le verrez, nous avons posé des questions miroirs de façon à comparer le regard croisé de ces 2 populations. Un échantillon interrogé en ligne pour les salariés, par téléphone pour les dirigeants, c'est assez classique comme méthodologie, et des interviews qui sont relativement récentes, elles ont été menées durant l'été. Je vais tout de suite passer aux principaux résultats. On va aller directement à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'état de l'art de la pratique du sport en entreprise, vu par les salariés tout d'abord. Avec un premier chiffre qui a son importance, c'est ces fameux 10%, 10% de salariés qui nous disent qu'ils exercent leur activité dans une entreprise qui propose des activités physiques et sportives et qui en pratiquent au moins une. Alors 10%, vous me direz 10% seulement. En tout cas, c'est ce chiffre auquel nous avons abouti. Et 15% de ces salariés ont à leur disposition dans leur entreprise des activités physiques et sportives, mais n'en pratiquent pas. On verra les raisons un peu plus tard. Du côté des dirigeants, on a des chiffres qui sont un petit peu différents, mais c'est normal, puisque les tailles d'entreprise, évidemment, expliquent cette différence. On a à peu près 14% de ces dirigeants d'entreprise qui proposent plus ou moins récemment, des activités physiques et sportives dans leur entreprise. Pour les autres salariés, eh bien, là aussi, un chiffre intéressant, c'est ce 35%, ce gros tiers de salariés qui n'ont pas à leur disposition dans leur entreprise d'activités physiques et sportives. Leur entreprise ne leur en propose pas, mais ils souhaiteraient que ça soit le cas. Donc là, on a tout de même un 35% de salariés qui sont peut-être en frustration et qui souhaiteraient que leur entreprise aille plus loin. Et un petit tiers de salariés qui n'ont pas à leur disposition ces activités, mais qui ne le souhaitent pas particulièrement. Alors ça ne veut pas dire que ces 31% ne pratiqueraient pas du sport si c'était le cas, si c'était possible, mais aujourd'hui n'expriment pas leur intérêt pour cette possibilité. Alors bien sûr, et je dirais sans grande surprise, la taille de l'entreprise joue beaucoup. Vous le voyez, quand on interroge les salariés de différentes tailles, catégories d'entreprises, eh bien, plus l'entreprise est de taille importante, évidemment, et plus elle offre à ses salariés des activités, des possibilités d'accès à des activités physiques et sportives. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous le voyez, dans les grandes entreprises, on arrive à 41% d'entreprises qui permettent aux salariés de pratiquer au moins une activité. Je passe rapidement sur les dirigeants pour respecter le temps qui m'est imparti. Maintenant, quand on interroge les salariés qui peuvent et qui pratiquent du sport en entreprise, les 10% dont je vous parlais il y a quelques instants, eh bien, leur taux de satisfaction, vous le voyez, est extrêmement important. 94% d'entre eux sont satisfaits de cette pratique. D'abord parce que les activités qui sont proposées par l'entreprise correspondent à leurs attentes, à leurs souhaits. Ça leur permet de se défouler. La raison invoquée concernant la santé, vous le voyez, est un peu en retrait. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler avec Bertrand. Maintenant, si je m'intéresse aux salariés qui ont à leur disposition des activités dans leur entreprise, mais qui ne pratiquent pas. C'est 15%, là encore, dont je vous parlais tout à l'heure. Quelles sont les raisons de non-pratique? Pourquoi les salariés ne pratiquent pas cette activité alors qu'ils en ont la possibilité? Eh bien, il y a 2 raisons principales. C'est d'abord un problème de concordance entre les attentes entre l'offre et la demande. Le type d'activité proposée ne correspond pas à leurs souhaits pour un gros tiers d'entre eux, et parce qu'ils estiment que finalement le sport en entreprise, ça n'est pas dans l'entreprise, ça relève plutôt de la vie privée, la pratique d'un sport.
Les dirigeants. Maintenant, les dirigeants, eh bien, quand on les interroge, est-ce qu'ils ont un regard sur la pratique par les salariés d'activités physiques et sportives? 28%, c'est l'estimation qu'ils nous donnent sur le nombre de salariés qui pratiquent du sport en entreprise. Donc vous le voyez, ils sont un peu dans la surestimation par rapport à la réalité de la pratique. Et comme les salariés, ces dirigeants sont très satisfaits. Non, pardon, ils estiment qu'ils ont un regard assez lucide, en revanche, sur la satisfaction des salariés. Hein. On était à 94% tout à l'heure. Les dirigeants estiment que 96%, non, pardon, ils estiment à 96% que les salariés sont satisfaits de pratiquer ces activités physiques et sportives. Toujours selon les dirigeants, la pratique d'une activité physique et sportive par les salariés de leur entreprise a des vertus qui sont relativement nombreuses. Vous le voyez, la plupart de ces chiffres dépassent les 50%, dépassent la majorité. Les dirigeants considèrent que la pratique des activités physiques et sportives améliore l'état de santé et de bien-être des salariés, facilite leur intégration, renforce l'esprit d'équipe, très majoritairement. Vous voyez qu'on est à plus de 80% sur ces modalités de réponse. Une meilleure gestion du stress également, à 80%. Le sentiment d'appartenance qui se développe. Je ne vais pas vous balayer l'ensemble des modalités, mais je vais tout de suite aller en bas de ce classement. La culture de la performance, vous voyez que là, les dirigeants sont un peu plus partagés. La réduction des coûts liés à la mauvaise santé des salariés, on est un peu en dessous de cette barre des 50%. Mais ça reste tout de même des chiffres qui sont non négligeables. Donc il y a dans l'imaginaire des dirigeants d'entreprise une vision très positive des bienfaits du sport en entreprise, aussi bien sur des enjeux de bien-être que sur des enjeux de performance de l'entreprise. Ça, on va passer rapidement sur ce point. Alors, les dirigeants qui proposent des activités physiques et sportives, vous le voyez, sont véritablement unanimes pour recommander à leur pairs, par exemple, la mise à disposition de ce type d'activité. Et j'ai plutôt envie d'insister au-delà du 100% qui est un peu caricatural, sur le 35%, donc plus d'un tiers des dirigeants qui sont prêts à recommander la pratique de la mise à disposition d'activités physiques et sportives dans l'entreprise. C'est un chiffre qui est assez spectaculaire. Les raisons qui sont invoquées, alors je ne vais pas toutes les détailler, mais il y a des verbatims qui sont vraiment très emblématiques. Pour la gestion du stress et pour la cohésion du groupe, c'est bon pour l'esprit d'entreprise et pour la santé. Vous voyez cette double motivation sur laquelle on pourra revenir dans la partie questions-réponses. Alors on a vu les dirigeants qui proposent des activités physiques et sportives. On va s'intéresser maintenant à finalement tout le chemin qui reste à parcourir, les entreprises qui ne proposent pas d'activités physiques et sportives à leurs salariés. Alors vous voyez que les salariés, c'est 35% qui malheureusement n'ont pas à disposition dans leur entreprise ces activités, mais qui souhaiteraient que ce soit le cas. Les attentes qu'ils expriment, c'est la réduction des coûts pour eux, pour pratiquer une activité physique et sportive à moindre coût. Alors là, c'est intéressant, ils nous expriment le souhait que cette pratique puisse être le cas pendant les horaires de travail et pratiquer le sport en groupe ou avoir une salle de sport. Vous voyez que ce sont des attentes qui sont moins souvent exprimées par les salariés. Les salariés qui finalement ne le souhaitent pas, ils n'ont pas la possibilité de le faire et ils n'expriment pas le souhait d'avoir cet accès. Les raisons qu'ils invoquent, c'est, on l'a vu tout à l'heure, le fait que pour eux, la pratique d'un sport relève plus de la vie privée que de la vie en milieu professionnel. Ils n'ont pas de temps, on l'a vu dans une présentation précédente, la raison du temps, du manque de temps consacré à cette activité est également invoquée. Vous avez évidemment une partie qui n'aime pas le sport et d'autres raisons, mais qui sont beaucoup moins importantes. Les dirigeants, 75%
des dirigeants, c'est un chiffre là aussi assez spectaculaire sur lequel on aura peut-être l'occasion de revenir, 75% des dirigeants n'ont pas le projet de de faciliter l'accès en entreprise d'activités physiques et sportives. Là encore, vous le voyez tout en bas de ce slide, il y a une différence majeure par taille d'entreprise. Cette proportion monte à 89% dans les très petites entreprises et en revanche, elle est seulement, même si c'est probablement déjà trop, de 53% du côté des dirigeants de grandes entreprises. Les raisons qui sont invoquées, c'est l'absence d'infrastructures adéquates dans les locaux, c'est l'idée, bonne ou mauvaise, que ce n'est pas le rôle de l'entreprise de se lancer dans cette politique, et c'est aussi le manque de moyens financiers qui est invoqué. Alors, qu'est-ce qui pourrait finalement les décider, ces dirigeants? Qu'est-ce qui pourrait les motiver pour changer d'avis, pour mettre en place de tels moyens? Eh bien, c'est principalement et majoritairement, vous le voyez, la demande des salariés. Donc, les dirigeants sont en attente d'une demande expresse des salariés pour passer ce cap. Il y a bien sûr l'idée des moyens financiers et il y a également l'idée d'une législation qui favoriserait le sport en entreprise, mais j'ai plutôt envie d'insister sur cette demande des salariés qui constituerait probablement le meilleur levier, la meilleure incitation pour les dirigeants. Alors, quelles sont maintenant les attentes que les salariés expriment en termes d'activités physiques et sportives en entreprise? Quels sont les types d'activités qu'ils attendent? Eh bien, d'abord, est-ce qu'ils considèrent que l'entreprise est légitime? Oui, très largement. J'accélère un petit peu. Vous le voyez, les 3/4 des salariés considèrent que c'est dans le rôle de l'entreprise pour favoriser la santé et la bien-être. Je vais aller un peu plus vite parce que je dépasse un peu le temps. Les dirigeants sont également d'un avis assez proche, finalement. La légitimité de l'entreprise n'est pas en cause, ni dans l'esprit des salariés, ni dans l'esprit des dirigeants eux-mêmes. Et les activités qui sont citées, qui sont exprimées dans les souhaits, vous voyez qu'il y a une certaine cohérence, un certain parallélisme entre les activités qui sont évoquées par les salariés et par les dirigeants. Ce sont des sports de relaxation avant tout, pour les deux. Ce sont des sports collectifs également pour les deux. Alors il y a une petite différence qui peut-être ne vous étonnera pas, c'est que les salles de sport sont plus souvent évoquées par les salariés que par les dirigeants, pour des raisons assez évidentes. Et pour terminer, un regard croisé sur la façon, sur les modalités d'accès, de mise à disposition d'activités physiques et sportives dans l'entreprise entre les salariés et les dirigeants. Pour les dirigeants, ces activités physiques et sportives doivent être principalement collectives. Elles doivent être en dehors du temps de travail. Elles doivent être plutôt sur un rythme hebdomadaire, d'une intensité modérée et avec une logistique plutôt limitée. Les différences avec les salariés, je m'arrêterai là, vous le voyez, eh bien, les salariés sont un peu plus partagés sur le caractère collectif ou individuel de ces activités physiques et sportives en entreprise. Et ils ont clairement une préférence en faveur d'activités qui soient pratiquées pendant les heures de travail, et peut-être que cela ne vous étonnera pas, cette petite différence entre les dirigeants et les salariés. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là et laisser la parole à Bertrand pour commenter ces résultats. Bonjour à toutes et à tous. Le Think and Do Tank, Vitalité, Sport et Entreprise, que j'ai le plaisir de co-présider aux côtés de Marie-Christine Lannes et notre ami Laurent Damiani, s'est donné comme principale mission de promouvoir des réflexions, des actions, des initiatives portant sur les bienfaits de l'activité physique et sportive pour la santé, telle que la question se pose en entreprise.
Ce think tank rassemble toutes les parties prenantes de cette affaire, c'est-à-dire des sportifs, des entraîneurs, des médecins, des responsables d'entreprise, des ergonomes. Et c'est dire évidemment à quel point les résultats de ce baromètre nous sont précieux. Pour mettre les choses en perspective, je voudrais souligner que cette thématique est très importante et surtout qu'elle est vouée à prendre une ampleur croissante dans les années à venir pour des raisons structurelles, des raisons qui tiennent à la multiplication des maladies chroniques, à l'attention croissante portée aux aspirations au bien-être des salariés, aux désidérata des jeunes générations, etc. Toujours en préalable, je voudrais aussi souligner le fait que cette thématique des bienfaits de l'activité physique et sportive est une thématique à propos de laquelle il y a une convergence rare et heureuse entre l'intérêt général et des intérêts privés. L'intérêt général, ce sont des impératifs de santé publique, le fait qu'il faut que le niveau sanitaire de la population s'améliore. Et les intérêts privés, ce sont tant les intérêts des responsables d'entreprise qui ont tout avantage à avoir des salariés en bonne santé que les intérêts des salariés eux-mêmes qui, évidemment, gagnent à ce que l'on se préoccupe de leur bien-être. Bien entendu, les compagnies d'assurance et les mutuelles sont tout particulièrement concernées par ce thème et ce n'est pas un hasard si Generali, qui est très en pointe dans ce domaine, nous accompagne dans notre démarche. Et puis, si je prêche pour ma paroisse, il y a aussi des intérêts académiques parce que cette affaire, c'est une mine de pistes de recherche absolument passionnantes. Alors, concernant le baromètre, je vais simplement souligner 4 points qui me paraissent essentiels. Premier point, les dirigeants qui se sont engagés dans cette voie d'une activité physique et sportive pour leurs salariés en sont extrêmement satisfaits. Ça a été évoqué tout à l'heure. Ils sont 100% à dire qu'ils recommanderaient aux autres responsables d'entreprise de s'engager dans la même voie. Le score peut paraître un peu soviétique, et c'est vrai qu'il faut le nuancer, puisqu'il faut distinguer entre ceux qui sont très satisfaits et ceux qui sont plutôt satisfaits. Très satisfaits, 65%. On a là quand même l'argument le plus puissant qui soit pour convaincre les responsables d'entreprise qui ne se sont pas encore engagés dans cette voie de le faire. Les principales retombées positives mises en avant par les responsables d'entreprise de cette diffusion de l'activité physique et sportive au sein de l'entreprise peuvent être regroupées en 2 grandes catégories. Tout à l'heure, on avait une liste de raisons. Il y a 2 grandes masses qui ressortent. 1, l'amélioration du bien-être des salariés et la gestion du stress. Et 2, l'influence positive sur l'esprit d'équipe et sur l'intégration des nouveaux arrivants. On notera que tout ce qui peut permettre d'objectiver une amélioration de la performance des salariés fait l'objet d'une appréciation qui est moins nette. Elle reste positive. Pour les 2 items que j'évoquais précédemment, on était sur des scores de 80 à 90%. Pour l'amélioration de la performance, on est sur des scores qui tournent entre 40 et 60%. Il faut dire que c'est beaucoup plus difficile à objectiver. Je pense que dans les éditions ultérieures du baromètre, il faudra qu'on introduise peut-être 1 ou 2 variables permettant de mesurer ça plus précisément. Par exemple, l'incidence que ça a en matière de réduction de l'absentéisme, de diminution des accidents du travail. Mais on a quand même des résultats très percutants. Deuxième point que je voudrais souligner, le fait que les salariés qui pratiquent l'activité physique et sportive en entreprise en sont très satisfaits. On a vu tout à l'heure que parmi les 10% de salariés qui pratiquent ainsi, il y en a 94% qui se déclarent satisfaits. Les motifs de cette satisfaction sont assez divers, mis en avant par les salariés, sont assez divers. Ça me met en forme, ça me convient, la prof est sympa, les tarifs sont intéressants, etc. Bon, tant mieux, autant s'appuyer sur cette diversité. On relèvera, tu y as fait une allusion, Hugues, que l'idée que c'est bon pour la santé ne vient pas au premier plan.
puisque ça représente seulement 14% des réponses. Et je crois que ça doit nous alerter, en plus c'est convergent avec d'autres résultats du baromètre, ça doit nous alerter sur le fait qu'il faut faire très attention au vocabulaire qu'on emploie quand on essaie de persuader les gens ou d'amener les gens à faire de l'activité physique et sportive. Ce n'est pas forcément le levier le plus puissant que d'insister sur le fait que c'est bon pour la santé. Troisième conclusion de ce baromètre, à mes yeux, il existe une marge importante de progression possible du côté des dirigeants. On a donc 75% des dirigeants qui déclarent que leur entreprise ne propose pas d'activité physique et sportive et que ce n'est pas un projet chez eux. Certaines des raisons qui sont mises en avant par ces chefs d'entreprise semblent quasiment rédhibitoires, et même si on peut faire un peu de pédagogie, il n'y a probablement pas grand-chose à y faire. Mais certaines d'autres raisons fournissent des pistes intéressantes pour progresser. C'est le cas en particulier de la principale raison mise en avant par les dirigeants, qui est l'absence d'infrastructures adéquates dans les locaux. En effet, si on a en tête ce qui ressortait à la fin du baromètre, que les sports qui sont le plus susceptibles de séduire les salariés, ce sont des sports de relaxation, du type yoga corporate, etc. Mais là, on peut quand même faire valoir que ça ne nécessite pas des infrastructures très lourdes. Et en plus, il y a probablement des solutions de mutualisation à mettre en place pour les TPE. On sait qu'évidemment, pour elles, c'est beaucoup plus compliqué que pour les grandes entreprises. Je pense qu'on peut noter aussi qu'il y a une proportion non négligeable de responsables d'entreprise, c'est dans les signes encourageants, les marges de progression, qui disent que l'attribution, pour notre pays, l'attribution des Jeux Olympiques à Paris en 2024, ça peut être une opportunité de faire du sport un levier de management et de communication. Et comme l'a souligné pour nous Laurent Damiani, je pense qu'il faudra bien surveiller cette variable-là et voir comment elle évolue au fil des années. Dernière chose que je veux souligner, le fait qu'il y a aussi une marge de progression importante du côté des salariés, une marge possible de progression. Si on regarde ceux qui vivent dans des entreprises où il y a de l'APS, mais qui n'en pratiquent pas, plusieurs des raisons qu'ils mettent en avant ne semblent pas rédhibitoires et constituent, me semble-t-il, des pistes d'amélioration possibles. La principale raison, la première qui venait en avant, c'est que le type d'activité proposée ne correspond pas à leurs souhaits. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut essayer d'élargir l'offre des possibilités, il faut élargir le panel des activités proposées. Et là aussi, la piste de la mutualisation est probablement une piste intéressante. Si on regarde du côté des entreprises qui ne proposent pas d'activité physique et sportive, comme on l'a vu, il y a 35% des salariés qui indiquent qu'ils souhaiteraient que leur entreprise le fasse. Et quand on va voir dans le détail, on s'aperçoit que ce pourcentage est plus élevé chez les femmes et on pouvait s'en douter qu'il est plus élevé chez les jeunes. À nouveau, il faut noter que le pourcentage des gens qui disent qu'ils aimeraient en faire parce que c'est bon pour la santé n'est pas très élevé. Donc, il se confirme à mes yeux, c'est quelque chose dont je me doutais déjà, mais que le baromètre confirme pleinement, que la dimension bon pour la santé, c'est bien qu'on en parle, qu'on insiste dessus, mais c'est probablement pas le principal levier de motivation. Et donc, quand on parle de ces sujets, il ne faut pas se cantonner à un simple discours pédagogique. Il faut d'ailleurs faire attention à ce que ce discours ne provoque pas des crispations en retour. Il faut essayer d'inventer et de déployer d'autres arguments, des outils rétributifs, qui jouent sur la motivation des gens, des outils qui jouent sur le rapport aux autres, les effets d'entraînement. Voilà ce que je voulais dire au sujet de ce baromètre. Merci pour ces éléments importants. Une question, j'imagine que ce baromètre va être annuel. Annuel, tous les 2 ans. D'accord. Juste le micro, c'est pour la traduction.
On est sur des tendances qui sont quand même un peu longues. Donc, sur 2 ans, ça me paraît être... Enfin, on va voir, mais à minima, ce sera tous les 2 ans. Maintenant, je vais ouvrir aux questions. S'il y a des personnes qui veulent effectivement poser des questions aux personnes qui sont sur scène, mais également aux différentes personnes qui sont venues précédemment, présenter un certain nombre d'éléments. N'hésitez pas, il y a des micros qui vont circuler, donc à gauche, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez simplement vous présenter puis demander à quelle personne s'adresse votre question? Le micro arrive. Bonjour, Bruno Schwabthaler de la société Goldbang. Juste une remarque une remarque en intro et puis après la question. On retrouve dans ce que vous dites 2 notions qui sont assez intéressantes dans le sport. C'est qu'aujourd'hui, c'est le plaisir plus que la perf qui intéresse les gens. Et ce qui n'est pas étonnant parce que ça s'applique en entreprise aussi. Donc ma question, c'est comment on fait passer cette notion de plaisir dans la mise en place dans les entreprises? Moi, je dirais d'abord en écoutant les gens, en leur demandant qu'est-ce qui leur ferait plaisir et en les écoutant. Il est évident que cette affaire du développement de l'activité physique et sportive en entreprise, ça n'est qu'une brique parmi d'autres. Et ça ne peut se développer véritablement que si ça prend place dans une atmosphère générale bienveillante à l'égard des salariés. Si il s'agit de mettre de la pression sur les salariés pour qu'ils fassent de l'activité physique, c'est contre-productif. Donc la première des choses à faire, me semble-t-il, c'est véritablement d'interroger les salariés sur qu'est-ce qui leur plairait, de faire très attention quand on met des initiatives en place à faire des enquêtes pour avoir un retour des salariés et améliorer les choses d'année en année. On est intervenu, le think tank est intervenu il n'y a pas longtemps dans une boîte tout à fait extraordinaire à cet égard qui s'appelle Axon Cable, qui est une entreprise qui fabrique des composants électroniques et des câbles très sophistiqués. C'est eux qui font les câbles pour les cœurs artificiels, etc. Ils sont très en pointe sur ces sujets. C'est la première entreprise européenne qui a obtenu la nouvelle norme ISO santé et sécurité au travail. Et si les choses marchent bien chez eux, c'est vraiment parce qu'ils ont écouté avec une grande attention quelles étaient les aspirations de leurs salariés. Notre question un peu plus haut dans la salle. Bonjour, Michela Morim da Silva. J'ai une question par rapport à la participation des sociétés. Est-ce que vous pensez, comme la carte orange remboursée à 50% par la société, est-ce que ce serait possible pour la participation sportive aussi? Plus globalement, est-ce que vous avez parlé effectivement de mesures, je dirais, qui pourraient accélérer la pratique? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à des mesures incentives pour effectivement de la part de l'employeur, voire des institutions autour pour augmenter ce niveau de pratique? Alors, moi, je peux apporter un élément de réponse qui n'est que celui qu'on a trouvé chez Generali avec le programme Vitality. En fait, les incentives dont parlait Bertrand, c'est des systèmes où quand les salariés se fixent des objectifs d'amélioration de leur capital santé, qu'ils fixent eux-mêmes, voilà, il y a un monitoring de leur performance. Et s'ils atteignent leurs objectifs, ils ont des réductions, des bons cadeaux dans un réseau de partenaires. Voilà, c'est une des incentives. C'est pas vraiment une réduction du coût de leur pratique sportive, mais ça les encourage en leur permettant d'accéder à des cadeaux et à des incentives qui leur permettent d'avoir... j'aime pas bien cette image, mais la carotte au bout de l'effort, quoi. D'autres questions? À droite, s'il vous plaît. Bonjour, Mathieu Bouchard, je suis ergonome. Je me pose juste une petite question par rapport à un éventuel accident, incident, blessure, pendant la pratique physique, durant le temps de travail, ou en tout cas par rapport aux activités proposées par l'entreprise. Donc quelle est la responsabilité de l'employeur? Ah bah là, clairement, si c'est pendant le temps de travail...
Mais ça dépend, enfin je veux dire, ça dépend aussi des conditions de mise en place. Est-ce que c'est sur, est-ce qu'il y a des systèmes de badge où le collaborateur est sur son temps personnel? Mais si ça se fait dans les locaux de l'entreprise, je pense que la responsabilité de l'entreprise est engagée. On a assez peu de problèmes dans ce domaine. Enfin, en tout cas, de ce que nous, on a pu observer. On a l'intention de se rapprocher de juristes pour essayer de préciser ces questions, parce qu'il est bien évident qu'à un moment ou à un autre, il faudra se tourner vers les pouvoirs publics pour tenter de faire évoluer la législation sur un certain nombre de points. Si je reviens un instant sur la question précédente, la question est intéressante parce qu'elle pose massivement la variable motivation. Et en France, on a toujours un peu des difficultés à parler d'argent, mais il faut le faire. On voit dans les indications données par les salariés que le fait que l'employeur fasse des efforts pour réduire le coût des activités physiques et sportives, évidemment, c'est une variable qui entre en considération. Alors, il y a deux choses différentes. Il y a le fait que l'employeur puisse passer des accords avec un club sportif pour obtenir des tarifs préférentiels, ou puisse prendre à sa charge le fait de faire venir un coach, etc. Ce qui permet à des gens de faire du sport à moindre coût. Et puis, il y a des dispositifs comme celui que tu évoquais, le dispositif Vitality Generali, qui sont des dispositifs qui ne jouent pas directement sur un aspect financier, ne serait-ce que parce que c'est interdit en France, mais qui jouent sur des gratifications, des réductions chez des partenaires, des bons d'achat, etc. Et je crois vraiment très profondément qu'il faut mener des études sur cette question-là, sur la question de la motivation. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont persuadés par le fait que l'activité physique et sportive est bonne pour la santé. Ce n'est pas pour autant qu'ils passent à l'acte. Donc ça prouve bien qu'il faut trouver des ressorts motivationnels. Et ça, ça implique vraiment d'écouter les gens, de comprendre qu'est-ce qui est susceptible de les faire bouger. Et l'entreprise est un lieu privilégié à cet égard. C'est pour ça que moi, en tant que sociologue, ça m'intéresse. Parce qu'il est évident que les effets d'entraînement jouent beaucoup. Donc le rapport aux collègues, le rapport avec les amis qu'on peut se faire, le fait de bousculer un peu la hiérarchie au sein de l'entreprise parce qu'on va faire ensemble une partie de baby-foot, ça, c'est des moteurs puissants. Et puis, il y a aussi des nouveaux métiers qui apparaissent. Le wellness management, c'est-à-dire des gens, il y a ma collègue qui est là dans la salle, des gens qui sont missionnés par nous, compagnie d'assurance, pour aller dans les entreprises activer, mettre en place des animations, des conférences pour essayer de motiver les gens à faire le premier pas. Donc voilà, il faut jouer sur différents leviers. Il y a les incentives personnels et puis il y a aussi la prise de conscience collective qui peut là aussi être organisée par l'entreprise. J'ai envie de dire, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Il faut que ce chemin, les chefs d'entreprise aussi et les salariés le fassent ensemble pour mettre ça en place dans le cadre de leur entreprise. Une autre question à droite. Bonjour, Olivier Costil, filière sport, Union Sport et Cycle. Vous avez évoqué les difficultés qu'ont les PME, les TPE à mettre en place le sport en entreprise et la réponse que pourrait être la mutualisation. Dans la réalité, cette mutualisation est très balbutiante. Qu'est-ce qui pourrait déclencher, créer un déclic pour qu'elle décolle vraiment? Est-ce que c'est une action publique? Est-ce que ce sont des incitations publiques? Ou est-ce qu'il y a d'autres moyens de le faire? Il ne faut surtout pas attendre uniquement des pouvoirs publics qui fassent bouger les choses. Vous savez, moi je suis très frappé par le fait, moi je suis fonctionnaire, je suis universitaire, je suis très frappé par le fait que sur un sujet comme celui-là, les entreprises, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire, sont très en avance sur la fonction publique. Si je vais proposer au président de la Sorbonne d'installer une table de baby-foot dans la salle des professeurs, il va me rire au nez. Je vais passer pour un fou. D'accord ? Donc il ne faut pas attendre des pouvoirs publics ou du secteur public qui jouent un rôle moteur à cet égard. Sur le point que vous évoquez, il commence à y avoir, on en a certaines dans notre écosystème, des startups qui travaillent à cette affaire de mutualisation. Les entreprises ont des salles de réunion qui sont inemployées. Certaines ont des dispositifs pour le sport qui ne sont pas employés toute la journée. On peut très bien imaginer qu'à l'échelon territorial, il y ait des applications
qui permettent très vite de savoir que telle salle de sport est libre et qu'on peut y amener les salariés d'une autre entreprise. Alors, quand je dis qu'il ne faut pas attendre trop des pouvoirs publics, il faut quand même être très attentif à associer les pouvoirs publics locaux, territoriaux. Il y a des municipalités qui sont très en pointe sur ces questions, c'est le cas par exemple à Biarritz, et qui peuvent mettre à disposition des TPE pendant l'heure du déjeuner, des salles de sport inoccupées. Ça, c'est vraiment des pistes à pousser. Et je pense aussi que les JO vont peut-être motiver. Bon, il se trouve que j'ai eu l'occasion de rencontrer l'ancienne ministre Laura Flessel, mais elle avait l'objectif de monter la pratique à un chiffre un peu emblématique, 24% par rapport à 2024. Donc je pense qu'effectivement, il y a des pistes de mutualisation qui peuvent exister entre les entreprises. Avec l'appui de start-up, c'est un peu le principe du coworking, mais appliqué au sport. Ça n'existe pas encore. Et peut-être qu'on a une chance qu'avec cette perspective des JO, ça puisse se développer en transposant un petit peu les principes de coworking qui sont mis en place à la pratique du sport. Pardon ? Pas partout, mais en tout cas, oui, on voudrait faire des tests. Ouais, ça m'intéresse beaucoup, justement pour cette raison. Puis après, si ça marche, le déployer, avec l'appui des entreprises qui seraient partie prenante. Oui. Je vais me permettre de poser la dernière question avant la pause café. On a vu que la performance n'était pas forcément un item qui était très recherché. On a quand même ici le président de la Fédération française, européenne et mondiale du sport d'entreprise qui organise des jeux mondiaux, des jeux nationaux. Les prochains jeux nationaux auront lieu l'année prochaine en Martinique. Est-ce que la représentation, le fait de participer à une compétition pour les couleurs de son entreprise, parce qu'on parle de Paris 2024, c'est aussi une compétition, est-ce que c'est un facteur qui peut aider à augmenter cette participation parce que vous allez représenter l'entreprise, il y a un sentiment d'entraînement pour atteindre quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel l'entreprise peut jouer au regard de ce que fait effectivement M. Besser avec ces différents jeux? Alors j'ai envie de dire oui, bien sûr. Le seul souci, c'est que je pense que ça va faire s'engager les sportifs de l'entreprise. Or, le sujet, c'est peut-être d'engager ceux qui ne sont pas sportifs dans l'entreprise dans le cadre de cette étude à faire du sport. Voilà, donc bien sûr, ça va motiver tous ceux qui ont le goût du challenge pour porter haut les couleurs de l'entreprise. En tant que sponsor, on le fait, on participe et je vois qu'il y a des équipes qui sont très motivées. Maintenant, voilà, c'est comment on arrive à amener ceux qui sont loin du sport à le faire. Et là, ils ont peut-être plus de prévention à s'engager justement parce qu'eux-mêmes ne se sentent pas forcément très sportifs. Voilà, il faut trouver le juste milieu. Très bien. Merci.